Dataminer est heureux de vous présenter Parcours. Bonjour à tous, bienvenue dans Parcours, nouveau numéro pour explorer bien les carrières des figures majeures de la sécurité. Mon invité aujourd'hui est issu de la sécurité publique et avant de faire carrière dans le privé, il a œuvré aussi bien dans l'univers de l'agroalimentaire que dans celui des énergies, en passant par le bancaire ou l'informatique. Il est désormais directeur sécurité du groupe Engie. Cyril Nguyen, bonjour. Bonjour Alexandre. Merci beaucoup d'être sur notre plateau. Où êtes-vous né, mon cher Cyril? Je suis né à Lyon. Oui. À Lyon 7e précisément. Okay. Et, vous y avez vécu un certain nombre d'années? Oui, j'ai vécu jusqu'à 11 ans avant de suivre en fait ma famille qui s'est installée dans la région bordelaise. On y reviendra peut-être après, où je suis... Mais vous êtes originaire de Lyon Je suis lyonnais. Je suis lyonnais. Famille aussi? Absolument, oui. On a une longue tradition dans la famille Nguyen, malgré ce que le nom ne dit pas. Et on est présent à Lyon depuis plusieurs générations. Et voilà, donc c'est mes attaches originelles. Qui est un nom d'origine quoi d'ailleurs? Vietnamien. Vietnamien. Oui, 60 noms, donc beaucoup de Nguyen. D'accord, et qui sont arrivés en France à quelle période? Alors, je ne sais pas quand ils sont tous arrivés en France, mais évidemment à la libération, enfin à l'indépendance du Vietnam, beaucoup ce qu'on appelait les boat people sont venus. Ouais. Et en l'occurrence, mon grand-père faisait partie de ces gens-là. Pour des raisons politiques, il a atterri en France, il s'est installé, et depuis, on n'a plus bougé. C'est chouette. Que faisaient vos parents quand vous étiez enfant à Lyon? Mon père était journaliste. Okay. Alors, pas journaliste comme vous, mais photograveur et photocompositeur, à l'époque où il y avait encore les rotatives qui fonctionnaient. Il était patron à Lyon Matin du service photogravure photocomposition. Et ma maman travaillait au Petit Travail Tranquille. Et il y a fait sa carrière complète. C'est quoi les PTT. Ah d'accord, c'est ça effectivement. Et alors pourquoi vous déménagez ensuite du côté de Bordeaux? Alors c'est suite à une mutation où on vient s'installer... De papa ou de maman? De ma maman. On vient s'installer et une réorganisation familiale en fait, ouais. Pour dire les choses. Ouais. On vient s'installer dans la région bordelaise et là je continue ma scolarité parce qu'alors j'ai 11 ans jusqu'à la... À Bordeaux. Voilà. Bordeaux à même. Bordeaux. Ah non, à Libourne, qui est le grand Saint-Émilionnais, ouais. Ou je ne sais pas si c'est Saint-Émilion qui est le grand Libournais, mais voilà. Donc à 40 minutes de Bordeaux. À 11 ans, vous rêviez de faire quoi plus tard? Alors moi, depuis tout petit, et peut-être maintenant encore, mais bon, maintenant c'est trop tard, en fait, ce qui m'a toujours attiré, c'était la police. C'est vrai? Ah oui. Je fais partie de cette génération qui a été bercée par... les deux grands acteurs, malheureusement, disparus, Belmondo et Alain Delon. Et pour moi, ça a toujours été mon rêve absolu. Alors pourquoi ne pas l'avoir fait? Je ne l'ai pas fait parce que les hasards de la vie ont fait que... J'ai fait mon service national en 1991. Et à l'époque, j'étais déjà un peu autonome. Tout en continuant mes études, je travaillais dans la sécurité privée. En tant que quoi? Je m'occupais de soirées Lions Club, Rotary Club. Mais en tant qu'agent de sécurité? Absolument, en tant qu'agent de sécurité, de façon à financer mes études. Et j'ai commencé mon service militaire chez les commandos de l'air. Et ensuite, pour des raisons familiales, je me suis fait muter à l'escadron de transport et d'entraînement numéro 43. Ça vous dira certainement rien, mais c'est une unité du COTAM, donc du transport aérien, rattachée pour une partie de ses activités à la DGSE. Et c'est dans ces soirées où en fait je rencontre des patrons, des généraux qui me voient et qui me disent « Tiens, tu travailles ?» Je dis « Oui, je fais mon service. » Et c'est au cours de discussion, en fait, et alors que je prépare mon concours à l'époque d'officier de paix, que j'avais déjà passé tout de suite après le baccalauréat. Ouais. J'avais été d'ailleurs reçu à l'écrit et ils avaient dû identifier assez rapidement que je n'étais pas suffisamment mature, donc ils m'ont écarté. Donc ensuite, je prépare ça pendant mon service national et en l'occurrence, un général me dit « Mais il y a une maison qui pourrait certainement t'intéresser, toi petit jeune, parce que tu as un profil sympa. Fais-moi un petit CV, je l'envoie. » Et
Et donc à l'époque, le concours n'est pas publié au journal officiel. Ça se fait, on a accès à la DGSE par l'intermédiaire par cooptation. Et donc mon dossier est transmis, je reçois un formulaire de façon à ce que je puisse m'inscrire au concours. Et je prépare ce concours, je le passe et coup de peau, je l'ai. Et du coup, c'est là que là, on est en 93 ? On est en 93 où là, je rentre. Juste avant, quand même, parce Oui. que alors, vous, c'est Auteuil, hein, vous sautez les obstacles, tel un étalon magnifique. Oui, mais c'est ça. vous faites comme quand ça même qu'on des m'appelle. études de droit et éco à Bordeaux. Oui. Ah, ça faut le dire. C'est ça. Je fais des études en lien avec mon désir d'intégrer la police. C'est ça. Et donc, ces rencontres, le hasard des rencontres, c'est important. Souvent, on le voit dans ces parcours. Le hasard des rencontres transforme justement des parcours, destin. des carrières, un destin. Un Vous destin, avez raison. c'est ça. Vous devenez donc en 93, et ce pour 12 ans. Donc, vous éclatez officier de sécurité au ministère de la Défense. C'est ça. Quelles sont vos premières tâches, vos premières missions? Qu'est-ce que vous apprenez là, finalement, un petit peu sur le tas? C'est votre premier job. Oui, c'est ça. C'est mon premier job. Et en plus, je suis un Lyonnais bordelais qui arrive à Paris. À l'époque, le service n'a toujours pas changé de place. On est porte des Lilas. Et puis, en tant que nouveau fonctionnaire, quand on arrive, faut se loger. Donc, je me trouve une chambre dans un truc pas très bien famé qui est au niveau du boulevard Serrurier. Et là, quand je suis reçu, alors on est reçu, il y a le parcours administratif pour entrer dans ce grand service. Et puis, on découvre qu'au bout d'un certain temps, ce qu'on va faire. Là, les premiers jours, je dois dire que je n'étais pas très rassuré. Je me demandais un peu où j'étais tombé. C'est des paysans. Le soir, retournant dans ma petite chambre. Vous êtes passé des bouchons lyonnais aux bouchons de Liège bordelais, aux bouchons de la circulation parisienne. C'est ça. Et aux petites chambres de bonne, quelque part. C'est ça, une petite chambre de bonne avec les toilettes et les douches sur le palier. Donc des conditions de vie assez rustiques, mais qui vont me préparer finalement à ce qui m'attend. Alors, qu'est-ce qui vous très attend? bien. Alors, je vais tout de suite ne pas répondre à toutes ces questions-là dans le détail. Vous me dites parce que vous pouvez en fait, le dire. Non, alors, je vais simplement laisser... je ne rentrerai pas dans le détail, simplement pour laisser la romance s'exprimer autour de ces métiers-là. Et puis parce que ce que les gens imaginent, c'est toujours plus beau que ce qu'on pourrait raconter. On est d'accord. Donc, en tout cas, j'ai la chance d'intégrer immédiatement la direction du renseignement, qui est une des grandes directions de ce service, et je suis analyste sur l'Afrique du Nord. OK. Voilà. Avec un dossier particulier qui est le dossier libyen. À l'époque, on est peu de temps après les attentats des C10 du TA, et donc je suis sur ces questions-là. Donc, après mes bouchons bordelais, je rentre dans la compréhension de la complexité des tribus entre les Warfala, les Mégras, tout un tas de trucs dont j'avais jamais entendu parler avant, et dans lesquels il faut que je m'immerge rapidement, puisque au milieu de gens qui, eux, savent de quoi ils causent. Donc vous faites comment? C'est quoi? C'est de la lecture? C'est de l'interprétation, c'est des notes adressées au gouvernement français et qui sont des synthèses qui s'intègrent dans un plan national de renseignement et qui proviennent de plusieurs types de sources. Alors on a les sources humaines, on a les sources techniques, on a les sources opérationnelles, et on reçoit ça de tous ces capteurs et il faut en faire des synthèses qui correspondent à ce que le gouvernement souhaite savoir. Ça, voilà. J'imagine, les synthèses en droit éco, vous aviez appris à faire ça. Oh, j'étais complètement rodé à discuter de la complexité des tribus libyennes après ma licence de droit sciences économiques. Est-ce qu'on peut dire d'autres choses sur ces 12 années? Non, beaucoup des rencontres absolument extraordinaires. Ça a forgé ce que je suis devenu. Énormément de chance depuis le début. Je pense que la direction du renseignement est le rêve pour tous ceux qui rentrent dans ce grand service, bien qu'encore une fois, chacun a sa place et beaucoup de camarades ont fait de très très belles carrières dans toutes les autres directions qui composent ce service. Donc, mais assez vite, étant venu avec toujours cette envie d'aller sur le terrain, de jouer aux voyous et aux policiers, du côté policier, je peux rejoindre une unité opérationnelle et c'est ce qui va ensuite assez vite. Ça va être mon quotidien, plutôt à l'étranger d'ailleurs qu'en France, pour les 10 années jusqu'au moment où je quitterai ce service en 2005. J'imagine qu'on ne peut pas dire où.
Non, alors, c'était les grandes missions du service, hein, donc c'est de l'antiterrorisme, et puis après, c'est un certain nombre d'autres sujets, contre prolifération, enfin bon, c'est les grandes missions du service, ça c'est tout à fait, enfin, n'importe qui s'est intéressé à ces questions-là, on trouve ça dans la littérature. Est-ce qu'il y a des anecdotes décalées, rigolotes, qu'on peut révéler au grand public qui nous regarde? Je ne sais pas si je peux révéler grand-chose sur ces Décalé, sujets-là. hein, donc c'est plutôt un truc amusant, hein, je ne parle pas de choses... Non, ce qui est assez perturbant, quand on rentre dans ce service, alors à l'époque, hein, il faut se replacer en 93, le téléphone, on en est au tout début, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était les gros machins comme ça, les gros valises. fers à repasser. Bon, évidemment, dans les services, un fonctionnaire, il n'a pas de téléphone. Bien sûr. Les missions à l'étranger, bah, vous n'avez pas de téléphone. Beaucoup de contraintes sur la vie privée, assez peu de marge de manœuvre à expliquer quand vous avez une famille, où est-ce que vous êtes, quand est-ce que vous partez, quand est-ce que vous revenez. Donc c'est toujours c'est quelque chose qui nécessite beaucoup d'abnégation, beaucoup de prise sur soi, et qui, encore une fois, et c'est plutôt ça que je voudrais citer en anecdote, c'est qu'en fait, ça forge parmi tous les gens qui sont passés par ces services très spécialisés une espèce de fraternité qui est absolument indestructible sur la totalité de la vie. La plupart des gens avec qui j'ai travaillé, et j'ai eu la chance de travailler, c'est la vie. Aussi bien d'ailleurs en chef, qui ont été des chefs extraordinaires, que mes collègues au quotidien, ça forme une amitié qui est à vie, voilà, et qui est basée sur justement tout un tas d'anecdotes, mais qu'on ne raconte qu'entre nous, et qui sont assez singulières dans la vie, dans la vie classique, quoi. Voilà. Vous avez dû vous créer une légende? Parfois, certainement, à l'étranger. 12 ans, vous faites. Oui. Très belle période. Très belle période. Mais finalement, en 2005, vous décidez de quitter cet univers qui vous plaît tant. Vous devenez directeur sécu et prévention des pertes chez Tech Data. C'est quoi? C'est un grossiste en informatique? Tech Data, c'est toujours d'ailleurs. Alors, ils ont un peu maintenant, ça s'appelle Tech Data, enfin TD Synex. Ouais. Tech Data, à l'époque, il y a deux grands leaders mondiaux d'approvisionnement en produits informatiques. C'est ça, grossiste en C'est informatique. Ingram et Tech Data. C'est ça. Voilà. Juste avant de savoir ce que vous y faisiez, c'est pourquoi avoir décidé de quitter le ministère de la Défense? Pour des raisons assez personnelles et pour... en fait, je suis quelqu'un qui a un caractère assez affirmé et ces contraintes me pèsent. Au bout d'un certain temps, ces contraintes me pèsent. Ouais. Je n'ai pas du tout fait le tour de la question parce que je pense qu'on ne le fait jamais. Mais c'est plutôt par opportunisme. On me parle de cette opportunité chez Tech Data et les choses se font assez vite. D'accord. Donc là, même très vite. C'est par le réseau que... Non, pas du tout. C'est en discutant avec les quelques amis qu'on peut avoir et qui sont en dehors de notre sphère. D'accord. C'est assez difficile pour les gens du service, d'ailleurs, d'avoir des relations en dehors de notre petit microcosme, pour des problématiques de légende. Bien sûr. Quand vous rencontrez quelqu'un en soirée, la première chose qu'on vous demande, c'est qu'est-ce que tu fais? Bon, alors déjà, quand on ne peut pas répondre, ça limite la conversation, ou quand on commence à répondre... On crée une fausse légende encore. Voilà, donc, au bout d'un moment, les gens se disent... C'est un mytho, c'est un dingue, enfin bon, ou pire, qu'en suivant sa légende, parce que bien souvent, on prend tous la même légende. Je travaille au ministère de la Défense, au 100 000 mâchoires à l'époque, à Boulevard Saint-Germain, puis alors là, il n'y a pas une fois dans l'année où quelqu'un vous dit oui, justement, moi non plus. Moi aussi, je veux dire, et quand est-ce qu'on se voit? Prenons un café, et puis alors là, bon, les problèmes commencent, donc voilà. Donc toutes ces contraintes au quotidien... qui pèsent énormément vos relations intimes, vos relations amicales. Voilà, c'est des choses qui deviennent pour moi, à titre personnel, trop lourds. Et puis, il y a cette opportunité et je sens qu'il faut que je la saisisse. Donc, je la saisis. Et en l'espace de quelques semaines, je rejoins Tech Data. Et là, on vous demande de créer un département sécurité? Voilà, c'est une création. C'est une création pour la France et le Benelux. De cette direction sûreté prévention des pertes dont je ne connais rien, qui n'existait pas. En fait, Tech Data est une entreprise américaine avec à l'époque un centre de décision qui est en Allemagne, parce que c'est là-bas qu'est le plus gros business. C'est d'ailleurs toujours le cas aujourd'hui. Et la France, qui est un très beau marché, puisque Tech Data, ses grands clients, c'est Carrefour, c'est Auchan, c'est Cdiscount, c'est
enfin bon, c'est tous les gros revendeurs en B2C, eh bien, ils n'ont pas structuré la prévention des pertes, et sur un secteur qui est le secteur de la supply chain où les marges sont pas très grandes, la structuration des réseaux criminels, d'attaques de camions, d'attaques d'entrepôts, les réseaux internes de fraude, font que ça a un impact très significatif sur le business, et qu'ils se disent, tiens, aux États-Unis, quand ils nous disent ils ont une direction sûreté, ils travaillent sur cette thématique-là, c'est peut-être intéressant de voir ce qu'on peut faire, nous. Mais alors, quand vous arrivez, vous me dites, il n'existe rien, c'est ça? Absolument. Et je n'y connais rien. Et je n'y connais rien. Par quand même une feuille très blanche. Absolument. Alors, comment Et j'ai la chance, là, de rencontrer un homme, là aussi extraordinaire, qui est le directeur de la logistique, que je ne citerai pas, qui a rejoint Disney depuis, donc il se reconnaîtra s'il regarde votre émission, et qui me dit, bon, manifestement, tu as une bonne compréhension des réseaux criminels, tout ça, mais tu connais rien du tout dans la supply chain. Donc, il y a une première formation que tu vas faire, formation SAP. Alors bon, je ne connaissais pas, on en connaît pas mal dans l'administration, des abréviations, mais alors celle-là, bon. Et donc, je commence par 15 jours en SAP. Alors, ça pique, hein. Quand on sort des services extérieurs et qu'on fait une formation SAP, ça pique un peu, hein. Et ensuite, il me prend réellement en formation continue et je passe beaucoup de temps dans l'entrepôt, qui est un entrepôt principal qui est à Bussy-Saint-Georges, et où là, je vois avec lui et je passe simultanément quelques jours sur la réception, quelques jours sur la mise en palettisation, hein, quelques jours en expédition pour comprendre les flux, pour comprendre... Vous êtes en immersion. En immersion totale, et ensuite il m'envoie chez le client, puisque Tech Data, je ne suis pas sûr que ce soit très singulier, mais la libération financière, enfin la responsabilité en termes sur les produits que Tech Data fournit à ses clients finaux, c'est dès l'instant où le client final l'a rentré dans sa base de données. D'accord. Là, à partir de là, le produit est considéré comme livré et donc payable. D'accord. Ce qui n'est pas le cas. Et si le produit disparaît sur le quai de réception de chez Carrefour, eh bien, la perte est imputée à Tech Data. Donc là, vous avez les mains libres pour justement développer les modèles qu'il faut pour assurer la sécurité. Oui, après cet induction programme, comme on dit en français maintenant dans les entreprises, eh bien, j'identifie les séquences de vie durant lesquelles la plupart des produits disparaissent. Et là, je fais un travail que je sais, qui est plutôt mon travail d'origine, c'est un travail d'investigation pour comprendre globalement qui fait disparaître ces produits et comment. Et on a, grâce à cette bonne compréhension de la supply chain dans son intégralité, des résultats assez rapides qui nous amènent à réduire au bout de 2 ans assez considérablement le premium assurantiel, qui est un des indicateurs phares sur tout ce qui est supply chain, hein, puisque le coût des assurances est très important, hein. Donc là, c'est une très belle expérience finalement pour débuter dans le privé. Oui. 3 ans. Et après, 3 ans avec un management donc allemand, avec essentiellement des camarades dont aucun n'est français dans mon métier, avec quand même un environnement qui est assez protecteur pour moi, qui sort de l'administration et qui est encore un peu rugueux vis-à-vis et pas tout à fait accoutumé au privé. C'est que rentrer dans une boîte américaine quand on fait de la sûreté, c'est plutôt confortable. Les boîtes américaines, elles pensent sûreté et elles font du business autour. En France, c'est plutôt l'inverse. On fait du business et puis quand on commence à avoir trop de pertes, on se dit tiens, les autres, ils ont de la sûreté, on ne sait pas à quoi ça nous sert, mais on va peut-être essayer de trouver un individu bizarre qui fait ça pour voir s'il nous apporte quelque chose. Qu'est-ce qui fait qu'en 2008, vous passiez chez Nestlé comme directeur sécurité ? C'est, à l'époque, alors je fréquentais beaucoup une organisation qui n'était pas l'Agora, mais qui était ASIS, American Society for Industrial Security, et là, on croise plein de gens. Et des chasseurs de tête anglais ont la mission de recruter quelqu'un pour, là, pareil, créer la direction sûreté sur le même périmètre d'une entreprise qui, là, est beaucoup plus grosse. Alors, justement, Nestlé, c'est un portefeuille de marques qui est gigantesque. Gigantesque. Confiserie, chocolat, nourriture pour enfants, de l'eau, du café, alimentation animale. Du surgelé.
Du surgelé, c'est énorme. Est-ce que vous avez eu une appréhension de la nourriture pour chiens, Oui, 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 alimentation animale. Ah oui, ouais, c'est ça. tout à fait. Et du clinique. et du- Nestlé Health Clinical, c'est et toutes clinique. les poches de sucre qu'on trouve dans les hôpitaux. Exact. Enfin, c'est Nespresso, le navire amiral de Nestlé. C'est What else? les eaux. What else? What else? Les eaux, voilà. Est-ce que vous avez eu une appréhension justement en prenant le poste au sein de ce géant? On a toujours une appréhension, parce qu'on se dit toujours, est-ce qu'on va être au rendez-vous? Ce que je vais assurer. Voilà. De créer, ça comporte quand même un certain nombre de... Alors, c'est plus... disons qu'il faut apporter des résultats, Ouais. parce que quand on crée, il n'y a pas de référentiel, et les gens se disent, on paye ce gars, on va lui donner des moyens, mais évidemment, il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Mais à la fois, c'est plus confortable pour moi, qui suis quelqu'un qui fuit absolument la routine, parce que ça permet de se remettre en question tous les jours. Et cette création, en fait, on l'a fait qu'à partir du moment où on embarque les gens du business. Ça veut donc dire, encore une fois, qu'on comprend le business et qu'on sait vendre nos priorités au patron du business, sans quoi ça ne fonctionne pas. Et c'est ça qui à la fois est challenging, mais à la fois procure énormément de satisfaction dès l'instant où on a quelques petites victoires qui jalonnent notre parcours. Alors justement, parmi ces victoires, durant ces 3 années que vous passez chez Nestlé, qu'est-ce que vous arrivez à mettre en place et dont vous êtes le plus fier? Alors, quand Nestlé décide de créer sa direction sûreté, c'est suite à un accident, et c'est souvent comme ça que ça se fait. C'est souvent comme ça d'ailleurs qu'il y a un effet un peu miracle qui dure pas très longtemps, hein. C'est l'effet sidération, incompréhension, puis très très vite, en France, les choses retombent dans la normalité. Mais Nestlé se fait voler, je ne citerai pas l'entreprise, se fait voler une des recettes principales qu'il s'apprête à sortir dans le domaine du baby-food. Ah oui. Et donc ils se disent, il faut absolument qu'on ait quelqu'un... Donc là, c'est de l'espionnage industriel? Oui, c'est de l'espionnage économique, c'est de l'espionnage industriel. Ils se disent, il faut qu'on trouve quelqu'un qui a le mindset suffisamment tordu pour s'imaginer qu'autour, il n'y ait que des gens malsains. Et donc là, c'est comme ça qu'on crée une direction sûreté, parce qu'on va chercher le gars un peu parano. Ouais. Voilà, gentil mais parano. Ouais. Et qui sait causer aux autres aussi, parce que c'est important, mais c'est comme ça. Et ça a été, puisque j'ai la responsabilité de la sûreté et de l'intelligence économique et de la gestion de crise, ça a été ma mission principale chez Nestlé, un concept à l'époque que Nestlé avait développé qui s'appelait Nestlé en France. Et Nestlé en France, le patron de Nestlé France, en fait, était patron d'un certain nombre de marchés européens, puisque le marché français pour Nestlé est un très gros marché, évidemment, après les États-Unis, mais c'est un très, très gros marché. On trouve, et toutes les plus grosses plateformes logistiques, d'ailleurs, appartiennent à Nestlé. Enfin bon, vu l'étendue, la variété des produits qu'a cette très, très grosse entreprise, hein, bon, je vais me faire plein d'amis, mais à l'époque, Danone, par exemple, pour donner un ordre d'idée, c'est 8% du chiffre d'affaires de Nestlé. Donc ça situe un peu la taille de l'entreprise. Et donc, pour revenir à votre question, la mission principale qui m'a beaucoup occupé, c'était de mettre en place un programme de formation en matière de protection de l'information ou d'intelligence économique. Et là, c'était assez facile puisqu'il y avait eu un drame industriel qui venait de se produire. Donc là, on ne disait pas oui, c'est bien, mais ça se passe ailleurs. Ouais. Là, on pouvait en parler. Voilà. Et vous avez réussi à mettre la main sur le voleur de petits pots? Je fais raccourci, mais de celui qui avait volé la recette. Oh, je crois que personne n'a essayé de mettre la main. Et d'ailleurs, encore une fois, dans la plupart des cas, le vol d'informations n'est pas forcément lié à un acte illégal ou à un acte malveillant de la part des concurrents. C'est simplement la personne qui a fait preuve d'indiscrétion quand elle prenait le bus, quand elle était en réunion, quand elle était... et la personne de la boîte d'en face qui a pris la bonne info au mauvais moment pour nous. Qu'est-ce qui fait qu'en 2011, vous rejoignez l'univers bancaire, hein, vous rentrez au groupe Crédit Agricole comme directeur sécu? Alors là, je prends, pour le Crédit Agricole, là, je change de périmètre, puisque là, j'avais un périmètre qui était France-Belgique. Chez Nestlé. Là, je prends l'ensemble du groupe. Donc, c'est une progression de carrière. Ouais. Et avec une thématique là un peu différente, c'est que je prends la sécurité et la sûreté.
tout à fait nouveau pour moi, puisque la sécurité est un domaine que je ne connais pas forcément, qui ne m'attire pas forcément d'ailleurs, mais avec une très belle entreprise, une empreinte mondiale, un secteur complètement différent, parce que c'est le secteur de la finance. Ça change beaucoup de choses, ça, justement? Ça change énormément, oui, ça Ça change change énormément. quoi? Ça change, euh, en fait, là, on est à l'inverse de l'industrie classique, ou d'ailleurs de la supply chain où les marges sont toutes petites et donc vous avez une action qui est continue de façon à réduire chirurgicalement les pertes. Là, vous êtes sur enfin, le monde financier est un monde où, pour convaincre, l'argument financier n'est plus suffisant, puisque en fait, les enjeux dans la finance en matière de sûreté ne sont pas les enjeux principaux des banquiers, pour le dire, je ne sais pas comment le dire de façon politiquement correcte, mais voilà. J'ai eu une très belle expérience parce que, d'abord, l'entreprise était, on était en 2011, c'est juste après la Grèce, donc où là, la crise économique, mais surtout l'entreprise Crédit Agricole est très présente au travers d'une très grosse banque de détail en Grèce et donc perd tout sur la Grèce. Donc ça engendre un certain nombre de retours d'expérience et qui ont des conséquences directes sur ce que doit faire le patron de la sûreté. Et pendant ma période, je vis la crise, enfin la guerre qui continue entre la Russie et l'Ukraine. Et en 2014, le Crédit Agricole a un certain nombre de grands réseaux de distribution dans le domaine là, du retail aussi, mais financier. C'est le Maroc et l'Ukraine. Ouais. Et 25 agences partent sous pavillon du jour au lendemain, tombent aux mains suite à l'invasion russe dans le secteur du Donbass, donc entre Donetsk et Lugansk. Et là, une des priorités, c'est évidemment de faire en sorte de réouvrir des voies pour que les clients aient accès aux coffres d'agences qui, du coup, sont en territoire ennemi. Wow. Et qui puissent récupérer leur titre de propriété, enfin bon, voilà. Donc une expérience passionnante pour moi, au-delà du fait que là aussi la protection de l'information est évidemment un enjeu. Mais là, on est en termes d'échelle, les moyens qu'on peut avoir en matière de sûreté dans la finance sont infiniment supérieurs à ce qu'on peut avoir. On peut trouver ailleurs ? Oui, absolument. Ouais. Donc c'est intéressant quand on est directeur. C'est intéressant, mais ça transforme un peu le métier en métier de gestionnaire. Ah, ouais. Et la complexité d'intéresser la direction générale avec nos petits problèmes, enfin leurs petits problèmes vis-à-vis de tous les autres problèmes immenses qu'ils ont. On est en plein dans, vous savez, les sanctions. Nos grands alliés américains qui nous sanctionnent, un coup le Crédit Agricole, un coup la BNP, un coup la Société Générale, un coup avec la présence pour le bien des grandes instituts financiers français, de cabinets d'avocats américains présents dans les entreprises 24 heures sur 24, et que l'entreprise paye pour être sûr qu'aucune information ne lui échappe. Enfin bon, toutes ces thématiques-là font partie en corollaire de ce que fait la sûreté, avec évidemment l'éthique, la conformité, c'est un travail très transverse dans l'entreprise, mais voilà plutôt les thématiques qui sont des thématiques du quotidien. Plus après la sécurité, où là, en termes de mise en protection des bâtiments, c'est un enjeu majeur parce que énormément, je crois que le Crédit Agricole est toujours l'un des plus gros propriétaires fonciers en France. Par exemple, les agences, entre autres. Les agences, mais beaucoup de très grands ensembles immobiliers dans Paris. D'accord. Propriétaires, mais pas forcément occupants. Propriétaires occupants et propriétaires non occupants. C'est ça. Voilà, avec des gros campus Evergreen à Montrouge, où le Crédit Agricole a absolument fait un siège extraordinaire à tous les sens du terme, aussi bien sur la taille que sur la beauté, que sur tout ce qu'on y trouve à l'intérieur pour le bien-être de ses salariés. Ouais. Des très gros campus en région parisienne. Enfin bon, et donc des responsabilités aussi sur ces... Sous la mise en sécurité et en sûreté des personnes, mais des bâtiments aussi. Et depuis 2017, eh bien, vous déployez votre énergie chez Engie. Oui. Est-ce qu'il y a... D'abord, comment se fait ce transfert, comme on dirait dans le football, et puis, quelles sont les nouvelles missions que vous découvrez dans cet
l'univers de l'énergie? Alors, le transfert, il se fait, et c'est un peu... mais il n'y a rien d'original, hein. Dans les parcours de direction sûreté, il y a souvent... c'est souvent des histoires humaines. Et mon patron du Crédit Agricole est parti prendre des responsabilités encore plus importantes chez Engie. D'accord. Et arrivé chez Engie, il se dit qu'il doit s'entourer de quelqu'un de confiance avec lequel il sait bien travailler. Voilà. Et donc, il me demande si je veux les rejoindre, ce que je fais en 2017. Après être passé, parce que je sors du Crédit Agricole, mais le vaisseau amiral du Crédit Agricole qui s'appelle Amundi, eh bien, Monsieur Yves Perrier, grand homme du Crédit Agricole et qui est directeur général d'Amundi, me demande de venir créer sa direction sûreté, qui comprend la sûreté et la cyber. Donc là, encore une autre expérience très intéressante pour moi. Ouais. Et je crée la direction de la sûreté et de la cyber d'Amundi et je recrute mon successeur, qui est d'ailleurs toujours en place et qui, manifestement, y prend beaucoup de plaisir. On va terminer, on est arrivé au terme de cette émission. On pourrait discuter encore des heures, tellement il y a de choses à dire, avec le questionnaire de pivot que j'ai eu le plaisir de revisiter un petit peu, et ce, pour mieux vous découvrir. Votre mot préféré? Loyauté. Votre chanson préférée? La bohème. Votre plat favori? Mon grand-père était pâtissier, donc c'est gâteau. Un dessert? Et je ne mange plus de gâteau depuis que mon grand-père est disparu. Ça serait quel gâteau? Il faisait beaucoup ce qu'on appelait les hérissons. Je ne sais pas si vous avez connu, c'était des gâteaux au chocolat avec des petites pointes? Des petites pointes comme ça. Votre juron, gros mot ou blasphème favori? Alors, j'ai la chance d'avoir pas mal d'enfants. Et malgré mon grand âge, j'en ai encore un qui a 5 ans. Il y a un truc qu'il dit régulièrement. Bon, évidemment, je ne suis pas trop d'accord sur le fait qu'il le dise régulièrement, mais j'ai mis très longtemps à comprendre ce que ça voulait raconter. Il dit « chais ». Et maintenant, quand je parle à des vieux comme moi, je leur dis « chais ». Et ils me regardent, évidemment, ils ne comprennent pas du tout ce que je leur raconte. Je suis désolé, je ne sais pas du tout ce que ça voilà, Alexandre, donc chais. Ah, très bien, vous m'expliquerez après l'émission. Après. Un homme ou une femme pour illustrer un nouveau billet de banque? Simone Veil. Je trouve que, vu les valeurs morales de cette dame, ça serait bien d'y accoler ses valeurs morales aux valeurs financières qui sont parfois trop l'objectif en tant que tel. Votre chanteur, chanteuse ou groupe préféré? Charles Aznavour. Votre livre de chevet? L'étoile flamboyante de Jacques Trescaz. Le film dans lequel vous auriez aimé jouer? Le Marginal. Jean-Paul Belmondo. Absolument. Toc toc, badaboum. C'est ça. Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous après votre mort l'entendre vous dire? Ça, c'est une vraie question philosophique, mais j'aimerais qu'en fait, ils me disent que à mon enterrement, tout le monde a ri. C'est vrai que vous avez beaucoup d'humour. Merci beaucoup d'être venu. Merci Alexandre. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement. En attendant, prenez soin de vous. Ciao. Data Miner a été heureux de vous présenter Parcours.